et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on passe les dossiers du moment avec Jamila El-Bourrini, analyste chez Invest Securities, et l'entretien est consacré à Jean-Luc Van den Broek, directeur financier d'Hiloris Pharmaceuticals, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je reçois pour notre point d'actualité Jamila El-Bourrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Il faut que je commence avec cette question, Jamila. Oui. Il est cassé notre secteur biotech depuis le début de l'année. Non, blague à part, on voit quand même que 2022, ça commence pas super avec des performances boursières. On va parler de la France. Peut-être, d'ailleurs, vous pouvez nous donner un éclairage sur ce qui se passe ailleurs qu'en France. Mais je le disais, des performances boursières qui sont pas bonnes, disons-le, et qui sont même historiquement mauvaises. Qu'est-ce qui se passe ? Docteur, c'est grave. Est-ce que c'est grave ? C'est loin d'être anodin, mais grave, on sait très bien comment ça se passe. Ça va finir par rebondir, en tout cas, on le souhaite. Mais le secteur va mal. Alors, c'est pas propre au secteur, mais il faut quand même préciser que le secteur est en berne depuis le tout début d'année, donc bien avant qu'on parle d'Ukraine, la guerre. Exactement. Et ça, il y a plusieurs explications. Alors, juste pour revenir peut-être sur les chiffres, effectivement, c'est le cas en Europe, mais c'est aussi le cas aux États-Unis. Donc, on est vraiment sur un phénomène assez global pour ce qui concerne la biotechnologie. Pour parler, par exemple, des États-Unis, on est sur 2 années, 2020-2021, qui ont été assez généreuses en termes de liquidité, puisque sur les IPO qui ont été faites dans le secteur de la biotech aux États-Unis, on est sur 33 milliards de levées qui ont été faites. Donc, on est quand même sur un secteur qui a été assez bien soutenu. Ouais. Par contre, ce qu'on constate, c'est que sur ces IPO qui sont faits de manière assez récente, on a une baisse. On a presque 9 sociétés sur 10 qui sont en dessous de leur cours d'introduction, exactement. Oui. Ouais. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que avant la crise d'Ukraine, on était quand même sur un gap entre la biotech et tout secteur confondu pour ce qui concerne les IPO récentes, parce que la biotech était en baisse d'à peu près 37%, là où toutes les autres IPO étaient en baisse de plutôt 22%. Donc on est sur un gap assez sérieux. Assez nette. Qu'on constate également en Europe, puisqu'effectivement, là, si on regarde l'indice Next Biotech, à aujourd'hui, on est à moins 14,5%, alors qu'on a touché un plus bas début mars. On était à moins 25%. Ce qu'on observe, c'est que depuis le 8 mars, à peu près, on a un rebond dans la biotech et dans tous les secteurs. Et si justement, il fallait revenir sur un indice qui, lui, pourrait se comparer à un ex-biotech, mais qui n'est pas propre à la biotech, c'est le CAC Mid and Small. Oui. Lui est en recul depuis le début de l'année d'à peu près 13,5%. Et aujourd'hui, on est à peu près à moins 3%, ce qui montre qu'effectivement, dans le cas du Mid and Small, on a quasiment effacé en fait, le recul depuis le début de l'année, alors que sur la biotech, on est encore sur un recul de 15%. C'est quoi ? C'est la fin de l'attrait généré par cette période Covid, cette crise sanitaire dont on Je pense que c'est effectivement la raison principale. Alors, comme très souvent, il y a plusieurs raisons, c'est multifactoriel, mais je pense que la raison principale, c'est effectivement que les investisseurs qui s'étaient un petit peu précipités sur la biotech de façon peut-être un peu opportuniste. Il y a un coup à jouer, on va trouver le traitement contre le Covid ou les vaccins. C'est absolument ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, on l'a vu sur la période de Covid, il y a eu 2 phénomènes qui ont fait que la biotech en particulier a bénéficié de ça. C'est les confinements où les gens, pour s'occuper un petit peu, s'étaient intéressés à la bourse. Ils investissaient en bourse, oui. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que comme on était sur une crise sanitaire, effectivement, tout le monde pariait sur la biotech en se disant que de toute manière, sur une des sociétés qui s'était lancée dans la course vaccin ou traitement contre la Covid, on allait avoir des gagnants et que c'était l'occasion de faire de belles plus-values. Donc aujourd'hui, où on a le sentiment qu'on arrive en bout de crise sanitaire, même si ce n'est pas forcément complètement le cas, mais c'est un peu le sentiment général. On connaît les grands gagnants de la crise, Moderna, Pfizer, pour n'en citer que quelques-unes. Les investisseurs ont désinvesti un peu le secteur, pour ceux qui n'étaient pas là de façon long-termiste. Et se sont aujourd'hui, en tout cas se focalisent sur d'autres secteurs où là, effectivement, la spéculation est peut-être un petit peu plus importante. Donc, on paye un petit peu ce phénomène-là, c'est-à-dire que les investisseurs, en tout cas, ont pris leur plus-value pour ceux qui étaient là de passage. Et aujourd'hui, on a une performance qui est un petit peu en berne du fait de cette chose-là, entre autres, parce que bon, il faut quand même. Et dans ce contexte qui n'est pas facile aussi. Il y a le contexte qui n'est pas, évidemment, qui ne favorise rien, et il faut aussi souligner ce qui est assez récurrent dans la biotech, malheureusement, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, mais aussi beaucoup de mauvaises nouvelles,
Et forcément, ça ne vient pas arranger les choses, puisque on attend toujours qu'il y ait une vraie bonne notre nouvelle. Success story française, tricolore, entre autres, exactement. Et pour le coup, on a un petit peu de mal, même si on pensait que l'année 2021 serait peut-être l'année de la consécration, voire même peut-être 2022, consécration d'une ou deux, trois pépites. Il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc, bon, moi je vais me consoler en me disant, vous avez dit, quand ça baisse, ça va rebondir, donc on va miser là-dessus. Et vous parliez également de l'accueil des résultats. Moi, je pense notamment, pour revenir dans l'actualité, avec Généraux, Généraux qui a publié en début de semaine des résultats dans la sclérose en plaques, qui avait l'air bien. En tout cas, moi, j'ai lu le communiqué, ça m'avait l'air bien. Et puis, résultat, le titre a baissé fortement. Je me suis trompé quand j'ai lu, ou c'était pas assez bien, justement? C'est peut-être ça l'analyse, effectivement. Donc, les résultats étaient bons, le critère primaire a été atteint, donc de façon très factuelle, l'étude est une réussite. En revanche, ce qu'on constate, c'est que le titre a baissé malgré tout. Probablement parce que le marché avait une attente qui n'a pas été, pour le coup, atteinte par l'étude, c'est le fait qu'il y ait un effet dose. Donc la société a étudié, en tout cas testé différentes doses, supérieures à celles qu'elle avait étudiées dans ses précédentes études. Et ce qu'attendait le marché, c'était probablement qu'il y ait un effet dose et donc pouvoir constater un effet thérapeutique qui soit supérieur avec les doses supérieures. Il s'est avéré que ça n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas d'effet dose. C'est-à-dire, quelle que soit la dose utilisée, on avait à peu près les mêmes effets thérapeutiques. Exactement. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise nouvelle en soi, puisque la société n'a jamais prétendu qu'il y avait un effet dose et qu'il fallait s'attendre à de meilleurs résultats. Et a simplement dit, nous avons des partenaires pharma avec lesquels nous sommes en discussion, et comme nous n'avons jamais atteint la dose maximale tolérée, la question se posait légitimement de savoir si éventuellement il pouvait y avoir plus d'efficacité avec une dose supérieure. Donc c'est ce qui a été fait pour... Juste il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'était prévu, c'était annoncé. C'était prévu, c'était annoncé. S'il y avait eu un effet dose avec des résultats au-dessus, ça aurait été une très bonne surprise. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'effet dose n'est pas une mauvaise nouvelle par rapport à ce qu'attendait Généraux. D'ailleurs, là-dessus, la société est plutôt transparente. Elle se disait, on va voir, mais ce n'est pas ce qu'on attend et ce n'est pas non plus ce qu'attendent nos partenaires. On veut simplement s'assurer qu'on ne laisse pas de l'efficacité sur la table en n'allant pas regarder les doses supérieures. Donc je pense que c'est ce qui a créé un peu la déception du marché, c'est qu'il y avait une attente qui n'était pas forcément là où il fallait et que du coup, comme elle est déçue, ça se traduit dans le cours de bourse. Bon, déception pour Généraux, déception aussi visiblement pour Poxel, si j'en crois aussi la variation assez fortement baissière qui a suivi la publication des résultats, pour le coup, 2021, là aussi pour la société. Exactement. Alors, la société a subi 2 fois la sanction de la publication de ces résultats, puisqu'elle a fait une première publication la mi-février de son chiffre d'affaires annuel et de sa position de cash. Le titre avait reculé d'à peu près 10% parce que le marché avait été assez déçu des revenus au titre des royalties qu'elle était supposée percevoir de son partenaire japonais, donc Sumitomo, sur les premières ventes de son médicament. Légitime ou pas, tout ça se discute parce qu'il y a eu un trimestre de vente, donc il ne fallait pas s'attendre à des gros revenus. Là aussi, on a l'impression que les attentes sont élevées. Les attentes sont extrêmement élevées, donc c'est vrai que la société a annoncé 58 000 euros de revenus au titre de ses royalties, mais ce qui a vraiment, je pense, le plus étonné, au-delà du fait que le chiffre d'affaires était peut-être un petit peu timide sur cette ligne-là, c'était que l'intégralité de ce qu'elle a perçu a été reversée à Merck au titre des droits sur la licence. Donc, et ce qu'a annoncé la société également, c'est qu'il était probable que sur 2022, ce soit le même scénario, c'est-à-dire sur une année pleine de chiffre d'affaires. Vente au Japon. Voilà, il était probable qu'elle ne perçoive que 8%, qui est vraiment le seuil du taux de royalties qu'elle pourrait percevoir. D'accord. 8%, et que du coup, comme elle est supposée reverser 8% à son partenaire, c'est une opération blanche. C'est-à-dire, elle récupère là, elle transfère là. Donc ça a été la première mauvaise surprise accueillie par les marchés. Et là, encore plus récemment, sur la publication des résultats annuels, la deuxième mauvaise surprise, c'est qu'elle a annoncé qu'elle était en recherche active de financement pour pouvoir prolonger son horizon financier, ce qui jusque-là n'a rien d'anormal dans la biotech. Néanmoins, la petite chose qui a été annoncée, c'était qu'elle était dans une situation telle où elle pouvait ne pas être en mesure de respecter en fait les covenants à partir du 3e trimestre sur l'emprunt auprès d'IPF Partners qu'elle a contracté en 2019. Une situation financière tendue. Donc voilà, on arrive sur une situation financière qui devient de plus en plus tendue. Donc voilà, double sanction sur des résultats financiers, alors que sur le plan opérationnel, la société avance plutôt bien, puisqu'elle fait partie des rares sociétés qui a réussi à mettre sur le marché un produit,
commercialisée au Japon par un partenaire. Et surtout, voilà, elle a un pipeline sur lequel elle avance bien. On attend des résultats normalement justement dans la NASH au 3e trimestre avec l'un de ses produits, donc le PXL 065, même produit pour lequel elle a récemment obtenu un fast track pour explorer une nouvelle indication qui s'appelle l'ALD, donc l'adrénoleucodystrophie, voilà. Oui. Et ça fait partie en fait ça n'est pas un repositionnement au sens strict puisque la société reste dans les maladies métaboliques, mais elle s'est quand même repositionnée sur les maladies rares métaboliques, dont fait partie cette indication. Si je reboucle avec ce qu'on se disait au tout début, Jamila, est-ce qu'il n'y a pas un petit warning justement sur l'accès au financement des biotech dans ce contexte dégradé depuis le début de l'année? Complètement. Effectivement, si clairement par rapport à d'autres secteurs, la biotech est quand même clairement moins exposée à ce conflit en Ukraine et aux conséquences que pourrait avoir ce conflit, se pose la question du financement, puisqu'on sait qu'en situation de crise et quand les investisseurs deviennent un petit peu plus frileux, voilà, forcément la biotech fait partie des secteurs que l'on connote comme à risque, et donc légitimement, on a moins envie d'y investir, et on sait que la biotech, c'est quand même un secteur qui est plutôt cash consuming, donc ne génère pas de chiffre d'affaires, mais elle consomme pas mal de cash. Donc elle a besoin régulièrement de se refinancer. Justement, dans ce contexte-là, c'est sûr que les sociétés qui sont relativement bien financées, c'est-à-dire qui ont un horizon financier à 2023 voire 2024, sont à privilégier, ou en tout cas feront face à cette crise plus sereinement, exactement. Se pose la question, sachant qu'il existe quand même d'autres types de financement que les augmentations de capital, heureusement. Mais bon, là, pareil, ça pose la question de savoir est-ce qu'on ne rentre pas dans des schémas qui pourraient contraindre les sociétés à aller chercher de l'emprunt ou des choses qui s'apparentent à ce type de dispositif qui pourrait suffire à court terme, en tout cas permettre à la société de sortir de cette détresse un peu financière à court terme, mais qui pourrait peser un petit peu sur la société à moyen terme. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faudra surveiller. À surveiller dans les semaines, dans les mois qui viennent. Deux valeurs que vous aviez envie de vous mettre, en tout cas dont nous parler pour l'agenda à venir, Quantum Genomics et Noxon, rapidement pour finir sur ces deux dossiers. Alors rapidement, Noxon, donc c'est une société qui a publié fin d'année dernière des résultats assez jolis, donc en phase 1 sur le glioblastome, exactement, donc tumeur du cerveau, réputée pour être assez agressif. Et donc elle avait publié donc des premiers résultats sur les 9 premiers patients, enfin sur les 9 patients de cette étude-là, qui était relativement jolie parce qu'on avait quand même un taux de réponse d'à peu près 90%. Donc on avait à peu près, on avait 8 répondeurs sur les 9 patients traités, donc ce qui est très très joli. Et donc on attend les résultats finaux de cette étude de phase 1-2 au premier trimestre, donc incessamment sous peu. C'est imminent, sachant que la société devrait rapidement embrayer sur une phase 2-3, donc une phase qui pourrait être pivotale à horizon T3 2022. Donc Noxon, on regarde ça et ça arrive dans pas très longtemps. Et Quantum Genomics alors ? Et Quantum Genomics, c'est aussi une société qui est intéressante à regarder parce qu'on attend 2 gros catalyseurs pour le coup d'ici la fin de l'année. C'est le Firibasta. Exactement, le Firibasta. Donc dans l'hypertension artérielle, on attend sur le T2 les premiers résultats de l'étude FRESH. Donc il faut peut-être rappeler que la société en fait actuellement a 2 phases 3 quasiment en parallèle, un peu en décalé mais en parallèle. Donc cette étude FRESH qui regarde le potentiel du Firibastat en comparaison de la valeur initiale. Et donc l'idée c'est de regarder un petit peu l'impact et l'effet sur la baisse de l'hypertension artérielle. Donc on attend les résultats de cette étude au T2. Et donc, on a aussi une étude Refresh qui, elle, porte sur un peu plus de patients et elle porte également sur la formulation qui permet une prise quotidienne versus 2 prises quotidiennes. Et donc là, elle a travaillé sur ce design-là avec la FDA et en plus de l'efficacité, on aura aussi un suivi sur la safety. Donc, au T2, on aura les résultats de Fresh qui portent exclusivement sur l'efficacité. Et le deuxième gros rendez-vous qu'on attend aussi au S1 2022, c'est possiblement, donc en tout cas on l'espère, ce qu'il est annoncé depuis assez longtemps. Deal. Voilà, le fameux méga deal avec un partenaire qui serait pour le coup global et qui engloberait donc les droits donc exclusifs du Firibastat sur les différentes indications qui sont aujourd'hui explorées. Donc il se trouve qu'il y a l'hypertension artérielle mais également l'insuffisance cardiaque et qui concernerait donc la grosse zone géographique très stratégique que sont les États-Unis et l'Europe. Et donc là, effectivement, il y a de grosses attentes. Donc il y a un gros rendez-vous normalement sur le deuxième trimestre avec
avec Quantum. Il est souvent sur le plateau du Journal des Biotech, le dirigeant de Quantum. On espère qu'il viendra nous annoncer ces bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Jamila, pour ce point. Merci à vous. Tout de suite, dans le Journal des Biotech, c'est l'entretien. Et je reçois pour l'entretien sur le Journal des Biotech Jean-Luc Van de Broek, directeur financier de Hyloris Pharmaceutical. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Alors, il va falloir dire quelques mots de Hyloris pour les gens qui nous regardent, qui sont peut-être moins familiers pour les investisseurs. Hyloris est une société pharmaceutique belge créée en 2012, cotée sur Euronext Bruxelles depuis juin 2020 et qui a un positionnement assez original puisqu'elle va utiliser des molécules existantes qu'elle va optimiser dans des indications cliniques existantes. On parle de reformulation ou utiliser des molécules existantes dans de nouvelles indications. Dans ce cas, on parle de repositionnement. Je l'ai dit comme ça semble assez original. Est-ce que c'est pratiqué par les Big Pharma, justement, cette technique Absolument, Laurent. Ouais. Donc, dans le marché, c'est à peu près 60 nouvelles molécules par an qui sont commercialisées. Et sur les 60 molécules, 20 à 25% proviennent principalement du repositionnement ou de la reformulation. D'accord, donc c'est quelque chose du coup. Est-ce qu'on a peut-être quelques exemples pour aider les gens qui nous regardent à mieux comprendre, justement ? Certainement, il y a des exemples très connus. Le Viagra, par exemple, qui a été développé en 1990 plutôt pour soigner l'angine de poitrine. A été finalement repositionné pour des problèmes et des dysfonctionnements érectiles, a été commercialisé pendant 20 ans et aujourd'hui est vendu sous forme de générique. Un autre éventuellement ? Si on prend un antihistaminique de UCB, le fameux Zyrtec, très connu aussi par pas mal de monde. Oui. Absolument, il a été utilisé au départ pour soigner les problèmes de sommeil. Bon. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il avait également un effet intéressant pour réduire les problèmes d'allergie. Donc on le voit en plus, des médicaments qui ont eu vraiment un impact pour pas mal de patients. Comment vous vous y prenez, Jean-Luc, justement, pour réussir à trouver ces molécules, on l'a dit, soit les repositionner, soit les reformuler, justement? Alors ça, c'est un peu le secret de la maison. Oui, c'est ça. C'est une équipe de 6 à 7 personnes en business development, des gens très spécialisés qui connaissent très bien tant le secteur de la pharma que le positionnement, tout ce qui est pricing, les modèles de prix pour le marché américain. On analyse à peu près une centaine d'opportunités par an. D'accord. Et nous avons des critères très précis pour sélectionner nos fameux produits candidats futurs. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un véritable besoin médical non satisfait. On investit maximum 7 millions de dollars. D'accord. Et le temps de développement doit être de maximum 7 ans. Donc, c'est-à-dire que quand vous abordez un dossier, vous évaluez l'aspect budgétaire, le temps de recherche pour savoir s'il y a vraiment une opportunité qui existe en fait. Absolument. Ouais. Et ce besoin non médical, il est vraiment important. C'est vraiment le focus de l'entreprise. C'est un besoin médical non satisfait et puis on y ajoute des critères financiers. Ça veut dire qu'avec ça, finalement, vous arrivez à développer un médicament avec un budget plus faible et plus rapidement que finalement une Big Pharma. Ah, absolument. C'est quand même un tour de force. C'est ça tout l'intérêt, je dirais, de ce marché niche, c'est de pouvoir finalement utiliser les données existantes, les données cliniques, la littérature. On peut réutiliser toutes ces informations-là pour rencontrer les autorités régulatoires aux États-Unis notamment et leur proposer de développer un essai clinique additionnel dans une autre indication. Bon, alors, l'autre point important, et c'est un peu différent parce qu'on reçoit beaucoup de biotech sur le Journal des Biotech, c'est logique, c'est que Hyloris dégage déjà du chiffre d'affaires car il y a 2 produits sur le marché, Sotalol IV pour la fibrillation auriculaire et Maxigesic IV aussi pour la douleur post-opératoire. Est-ce que là aussi, finalement, Jean-Luc, vous pouvez nous expliquer le positionnement de ces 2 traitements par rapport à ce qui existe sur le marché et les ambitions que vous avez pour eux? Absolument. Donc Maxigesic IV, on a combiné 2 molécules que tout le monde connaît, l'ibuprofène qui est un anti-inflammatoire, le paracétamol qui est un antidouleur. On les a combinés en solution aqueuse. Donc c'est un produit IV qui est principalement utilisé dans le milieu hospitalier pour soigner les douleurs post-opératoires. C'est un marché énorme. D'accord. Et pour le marché américain, il est très important parce qu'on connaît la problématique des produits à base d'opium, opioïdes. Il y a une vraie crise aux États-Unis, une vraie dépendance. Et donc ce médicament, Maxigesic, va pouvoir combattre les problèmes liés à l'utilisation de médicaments à base d'opioïdes. D'accord. Et sur Sotalol alors ?
Alors, le sotalol, c'est pour la fibrillation auriculaire, donc les problèmes de battements irréguliers et d'accélération au niveau du cœur. C'est un produit IV qui est utilisé également sur le marché américain et on a généré nos premiers chiffres d'affaires cette année. Vous avez des ambitions peut-être déjà en termes justement de chiffre d'affaires sur les années à venir sur ces deux produits? Alors, on ne communique pas beaucoup sur les chiffres d'affaires, on ne veut pas décevoir le marché, mais si on regarde historiquement, les produits en reformulation et en repositionnement font à peu près 2 à 300 millions de chiffres d'affaires par an. D'accord, donc ça donne effectivement déjà une bonne indication. Alors à côté de ces deux produits, on l'a dit, qui sont sur le marché, vous avez un portefeuille de produits en développement. Quels sont aujourd'hui finalement les plus avancés? On sait quel est le canevas précis pour lesquels vous lancez le développement et justement vos priorités stratégiques. Alors, notre priorité stratégique, c'est de continuer à développer le portefeuille de produits. Aujourd'hui, on a 15 produits, 7 qui sont dans le domaine du cardiovasculaire, donc pour traiter première maladie au monde, les problèmes liés au cœur. 8 autres produits qui sont des produits à haute valeur ajoutée. Un exemple, c'est le dernier partenariat qu'on a signé avec Vaneltix. Donc le nom du médicament, c'est Alenura, qui va être utilisé pour les problèmes de cystite et les problèmes de douleurs aiguës au niveau de la vessie. C'est un marché très important. Rien qu'aux États-Unis, on parle de plus de 6 millions de patients qui souffrent de cette maladie. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais est-ce quel pourrait être le prochain médicament sur le marché d'Iloris? C'est difficile à dire, mais en cardiovasculaire, c'est en tout cas le segment qui est le plus développé. On a aujourd'hui 2 médicaments qui sont commercialisés depuis 2021. En 2022, on va renforcer les équipes commerciales pour la commercialisation de ces 2 produits. Le prochain médicament, fin 2023, début 2024, sera disponible dans le marché. Bon, très clair. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat avec Vaneltix? Vous l'avez évoqué, et peut-être aussi justement par cette stratégie de partenariat, est-ce que sur certains traitements, vous avez aussi des discussions avec d'autres groupes qui pourraient être intéressés par les candidats médicaments que vous développez? Oui, donc on travaille toujours, donc on fait de la recherche de partenaires à travers des centres universitaires, des centres de recherche ou des sociétés privées comme Vaneltix qui ont pu déjà démontrer une valeur ajoutée en utilisant une molécule existante dans une indication spécifique. D'accord. Là aussi, il y a d'autres partenariats peut-être, il y a des discussions avec Iloris? Comme je vous l'évoquais, on analyse à peu près une centaine d'opportunités par an, donc c'est beaucoup de réunions de due diligence. On a signé également un partenariat en 2021 avec Pleco. Là, on est dans le domaine de la leucémie. C'est comment finalement retirer une partie des métaux toxiques dans le sang et dans le corps, qui permet effectivement d'améliorer la qualité de vie pour le patient. Bon, là aussi, on l'a dit, pour les gens qui regardent traditionnellement le journal des biotech, on parle souvent levée de fonds, bah oui, parce qu'il y a des projets en développement, et en même temps, je sens que c'est un petit peu différent avec vous. Est-ce que finalement, pour développer ces différents candidats médicaments, une quinzaine, vous l'avez dit, il y a besoin de lever des fonds à plus ou moins court terme? Alors, on a levé suffisamment de fonds au moment de l'IPO, plus de 68 millions d'euros. Avec ce cash, on peut développer le portefeuille actuel de produits. Donc, les 15 candidats produits, le cash est suffisant pour le faire. Donc, pas de besoin immédiat de lever des fonds, pas de besoin immédiat de fonds. Maintenant, on veut devenir le leader dans le marché avec au moins 30 produits candidats à l'horizon 2024. Et donc, on n'exclut pas d'accélérer cette stratégie, d'aller chercher plus de produits candidats au lieu d'en ajouter 4 par an. 5, 6, 7, et cela, si ça devait être décidé par le conseil d'administration, on pourrait éventuellement analyser des opportunités de financement additionnel. Justement, ça m'évoque une question, Jean-Luc, vous dites cette ambition de devenir le leader. À part les big pharma elles-mêmes, il y a de la concurrence sur ce positionnement sur lequel vous êtes? Les big pharma, certainement. Elles-mêmes, leurs propres molécules sont reformulées, sont repositionnées dans d'autres indications. Ça a beaucoup de sens. Alors, il y a quelques concurrents. Mais aujourd'hui, ils ont 4, 5, 6 produits commercialisés ou en développement. C'est principalement des sociétés américaines qui sont cotées sur le Nasdaq et qui ont des valorisations de 800 millions, 1 milliard, 1 million 2. C'est intéressant de parler de valorisation parce que Iloris, on n'a pas parlé du nom. Je crois que ça veut dire, je suis sûr que ça veut dire High Yield, Low Risk. Et si je le traduis pour les gens qui nous regardent, rendement élevé, risque réduit. Un nom qui traduit concrètement une approche très pragmatique. Vous l'avez dit, et plutôt gagnante en bourse, parce que vous avez un cours qui évolue aujourd'hui autour de 17 € pour un niveau d'introduction à 10,75 €. Qu'est-ce que vous inspire ce parcours de bourse? On l'a déjà un peu deviné quand vous évoquez les valorisations de vos concurrents.
Oui, il y a d'une part effectivement la valorisation des concurrents sur le marché américain, mais c'est surtout les promesses de l'IPO qui ont été jusqu'à aujourd'hui tenues. On a respecté nos engagements en termes d'investissement, en termes de timing au niveau du développement. On avait prévu 2 produits commercialisés en 2021. L'objectif est atteint. On avait également promis d'ajouter 4 produits à haute valeur ajoutée dans le portefeuille. Ça a été fait en 2021. Avec notamment Vaneltix qu'on a évoqué, on a parlé de Pleco pour la leucémie, mais on a également Milrenone et un autre médicament qui était rajouté dans le portefeuille. Donc c'est une bonne exécution, je dirais, de la stratégie et des promesses de l'IPO qui aujourd'hui font que nos actionnaires et nos investisseurs sont contents de voir évoluer le titre à plus au moins 45% par rapport à l'IPO. Ouais. Ce qui est une histoire assez unique aujourd'hui comparé à d'autres secteurs ou même dans le secteur de la science. Exactement. Et donc cette ambition à devenir le leader. Merci beaucoup Jean-Luc Vanderbroek, directeur financier d'Iloris Pharmaceutical, d'avoir évoqué pour nous cette société, un Belge, je le rappelle, coté sur Euronext Bruxelles. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.